Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Les titres de ce mardi 21 juin. Les ambassadeurs en Côte d'Ivoire de 3 pays, la Belgique, le Maroc et le Sénégal, ont été reçus aujourd'hui par le vice-président Thiemoko Meïlie Koné. Il a été question de l'état des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. 5 décès enregistrés par les sapeurs-pompiers après les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan dans la nuit d'hier à ce matin. Plusieurs quartiers encore sous les eaux avec d'importants dégâts matériels. CPE 2022, le taux de réussite s'élève à 64,76% contre 52,51% l'année dernière. Un résultat net en hausse de 12,25 points par rapport au net recul de 42,80 observé l'année dernière. Et puis, dans la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso annonce la création d'une brigade de veille, de défense patriotique et de 2 zones d'intérêt militaire. Bonsoir à tous. Le vice-président Thiemoko Meïlie Koné s'est entretenu ce mardi avec les ambassadeurs de Belgique, du Maroc et du Sénégal en Côte d'Ivoire. Nous vous proposerons tout à l'heure le point de ces rencontres. Mais avant, intéressons-nous à cette pluie qui ne cesse de faire des dégâts depuis la nuit d'hier. Perte en vie humaine, dégâts matériels. Plusieurs quartiers sont sous les eaux. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre à Bingerville, Cocody, Riviera, Yopougon, avec un bilan provisoire de 5 pertes en vie humaine. Jean-Marc Djadji. Les populations abidjanaises ont encore souffert le martyre dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin 2022. La cause, des orages nés en début de matinée avec des quantités de pluie importantes. Conséquence, de nombreuses rues inondées et des ravages par endroits. Comme on le voit ici au carrefour de l'Indénié, entre la commune d'Adjamé et le plateau, le ruissellement des eaux de pluie a fortement endommagé les blocs en béton délimitant le canal menant à l'Indénié, entraînant dans leurs vagues des ordures obstruant les différents caniveaux de la zone. Le boulevard lagunaire du plateau n'a pas été épargné, comme ici sur ces images amateurs. Des dégâts qui pourraient retarder légèrement les travaux en cours dans la zone. À 1 kilomètre près, l'eau a encore imposé son diktat. La pluie diluvienne a occasionné un fort ralentissement de la circulation sur la route qui mène de Cocody au quartier des affaires du plateau. Ce matin, en tout cas, par rapport à la pluie, on a eu du mal à sortir. Voilà. Moi, je suis technicien fibre orange, donc on a eu du mal à sortir. Il a plu beaucoup. Actuellement, la commune est inondée. Donc on s'est débrouillé un peu, on est venu sur le premier site. Mais actuellement, la pluie fait que on ne peut pas pour le moment intervenir, donc on attend. Cap est mis sur la commune d'Adjamé, au quartier Zo menant à Abobo. Ici, les riverains ont cessé toute activité au regard des caniveaux qui ne désemplissent pas. La pluie bat son plein. D'importants dégâts matériels ont été aussi signalés dans différents quartiers du district d'Abidjan, notamment à la Riviera et à Bingerville. L'on a enregistré plus de 80 victimes, dont 5 décès, selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ces fortes précipitations confirment les prévisions de la Sodexam. Le seuil critique de 50 mm en 12 heures a été atteint. Les populations sont appelées à la vigilance. La commune de Bingerville n'échappe pas à la montée des eaux. Voyons avec nos reporters l'évolution de la situation sur place. Didier Nguessan. Les habitants de Bingerville se sont réveillés ce matin, les pieds dans l'eau, suite à la forte pluie qui a arrosé la ville d'Abidjan dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin. Au carrefour CIE, l'eau a charrié les immondices, obstruant le passage prévu avec ce canal d'évacuation. L'eau a dû se frayer un autre chemin, causant sur son passage d'importants dégâts. Ce sinistré a vu son kiosque littéralement englouti. Dans la maison voisine, tout est sens dessus-dessous. Voitures et meubles sont irrécupérables. Nous sommes en train de dormir en pleine nuit, comme ça nous sommes surpris par de l'eau. Toute la maison était
carrément inondé, les voitures flottantes, tout et tout. Quoi, vraiment, c'était un cauchemar. Quartier Santé, cet autre ménage est sinistré. L'eau est montée à plus de 2 mètres de hauteur, piégeant enfants et parents dans la maison. Au final, il y a eu plus de peur que de mal. On n'enregistre aucune perte en vie humaine, mais les habitants sont sans abri. À 3 heures, ma tante m'a appelé, elle est venue l'aider. J'en ai venu un coup. La couture derrière est cassée. Le salon a pris, j'en ai inondé. Donc les pays s'assoient dans la cuisine où on lave les assiettes, on a arrêté là. L'eau nous arrive ici. Et donc on a fait fort quand on est sorti. Vers les 5 heures quand on est sorti. Ils sont en train de faire des drainages pour venir de manière progressive. Mais ils ne sont pas encore arrivés à notre niveau. Nous sommes à près de 11 km d'ici. C'est très loin de là. Ça va jusqu'au niveau du CNRA d'Alépé. Donc, une fois qu'il pleut, le début est là-bas. C'est bien large. Et quand il arrive de manière progressive, c'est pas large. Et ça, c'est le premier problème. Il y a un second souci, c'est que les riverains, beaucoup de riverains, une fois que quand il pleut, c'est les caniveaux qui deviennent les poubelles. Le premier adjoint au maire de Bingerville fait le point après une tournée de constats. Nous avons eu à déplorer vraiment beaucoup de choses, des maisons qui ont été carrément englouties par l'eau. Il y a même eu une perte en vie humaine au niveau du quartier sans l'eau. Et nous sommes venus visiter ici l'ouvrage qui servait de passerelle entre la station et le village qui est en train également de se dégrader. À l'arrivée à 9 kg, la forte précipitation a occasionné un incendie. Ce commerce est inaccessible. Matin, on était là en train de vendre le poteau là, l'eau a commencé à sortir dedans. Donc l'eau la sortait, on dirait une coupure de l'eau là. En même temps, ça s'est explosé. C'est comme ça que ça s'est passé. Les populations habitant les zones à risque sont invitées à les quitter afin de limiter les sinistres. Et nous vous proposons maintenant un bilan un peu plus détaillé du groupement sapeurs-pompiers militaires qui est au cœur des opérations depuis la nuit dernière. Actuellement, à 17 h, nous avons pris en charge 91 personnes. 85 ont été mises en sécurité. Une personne a été évacuée à l'hôpital général de Bingerville et malheureusement nous avons constaté 5 décès. Parmi ces 5 décès, il y avait 4 enfants et une personne adulte de sexe masculin. Nos équipes restent en alerte tant que la météo sera comme elle a été la nuit dernière. Nos équipes sont en alerte. Il ne faudrait pas que les gens hésitent à appeler lorsqu'ils se sentent menacés par la montée des eaux. Les conseils d'usage, lorsqu'on peut, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'être complètement bloqué par les eaux. Lorsque la possibilité existe, il faut dégager les zones où les eaux montent trop. Parce qu'il peut arriver une situation où les secours même ne peuvent pas avoir accès à la zone sinistrée et là, ça va devenir très compliqué. Donc il faut pouvoir s'extraire même de soi-même. Et lorsque la situation vraiment devient difficile à gérer par soi-même, ne pas hésiter à nous appeler. Situation difficile avec ces dégâts matériels et pertes en vie humaine ne semble pas inquiéter plus que ça certaines personnes résidant dans les zones à risque. Notre reporter Khalid Diomondé s'est rendu dans la commune d'Adjamé, dans l'une de ces zones qui est encore habitée par les populations en dépit du danger qui reste permanent. Son reportage est commenté par Herman Guivet. Adjamé, quartier Zoo. Il est 11 h. Depuis la veille, le district d'Abidjan enregistre plusieurs foyers orageux. En temps de pluie, dans la capitale économique ivoirienne, l'inquiétude, mieux l'angoisse, reste le quotidien de certaines populations vivant dans des zones dites à risque et susceptibles d'être envahies par la montée des eaux de ruissellement. C'est ici, dans ce quartier, que vit Lydia, mère de 7 enfants. Mais contre toute attente, Lydia ne semble pas craindre pour sa vie et pour celle de ses enfants. Dans ces temps, on nous a dit qu'on n'a qu'à quitter le quartier, que la pluie de cette année, ça va faire des dégâts. Mais depuis il y a 9 ans dans ce quartier, il n'a jamais eu de dégâts de pluie. On est là tranquille. Je n'ai pas peur. Contrairement à Lydia, Jean-Louis, son voisin,
a, lui, bien conscience du risque d'inondation qui plane sur le quartier. Juste que pour lui, c'est une question de manque de moyens financiers. On est exposé au danger, mais on fait comment on n'a pas les moyens. Ici, franchement, à Abidjan, la location des maisons est très chère. À cela s'ajoutent d'autres inquiétudes. On était là depuis le 8 du mois passé, ils sont venus donner des papiers qu'on a parti. Nous, on veut savoir réellement, on a parti quand. Voilà, si on nous a dit le jour on va partir, chacun va se débrouiller pour partir. Et puis le pire dans tout ça, c'est que les propriétaires de maisons viennent nous encaisser. Si la pauvreté est l'argument principal brandi par les populations pour continuer de demeurer dans ces zones dites à risque, cet argument semble ne pas faire l'unanimité. Quand on sent qu'on est en danger, il faut vraiment fuir le danger. Donc il faut quitter ces lieux. Il ne faut pas compter sur l'aide du gouvernement parce que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Les autorités doivent fermer les yeux parce que c'est la vie des personnes qui sont en jeu, même des enfants aussi, parce que les enfants sont beaucoup concernés. Et puis prendre des dispositions vraiment rigoureuses pour qu'ils puissent quitter les lieux. Les autorités compétentes confirment de leur côté avoir pris un certain nombre de dispositions afin de protéger les populations d'éventuels tristes événements. Nous travaillons avec tous les acteurs, les mairies, tous ceux qui concourent à assurer la protection des populations. Et c'est pour cela que les mairies sont instruites pour adresser des mises en demeure aux habitants des zones à risque, mais aussi à conseiller et à faire en sorte que ces populations respectent les instructions du gouvernement. Il serait indispensable que chacun apporte sa pierre à la lutte que le gouvernement mène pour qu'il y ait moins de morts. L'on enregistre pour l'heure plusieurs pertes en vie humaine du fait des pluies qui s'abattent sur la ville d'Abidjan. La saison des pluies est loin d'avoir dit son dernier mot. Quelles autres prévisions pour demain? En attendant, il convient pour tous de redoubler de vigilance. C'est la commune de Bangerville qui a payé le plus lourd tribut à Angorankwa. 4 enfants d'une même famille ont perdu la vie. Notre équipe a également fait le constat d'une personne décédée à l'entrée de Bangerville. Le point de Serge Coléa qui a pu accéder au site sinistré avec beaucoup de difficultés. Vous allez le constater. C'est ici, au fond de ce dangereux terrain glissant de la commune de Bangerville, que se trouve Angorankwa. Le village, logé dans ce ravin, a été frappé de plein fouet en cette saison pluvieuse. 4 garçons, tous membres de la même famille, décédés à la suite d'un éboulement. Il était 4h10, parce qu'il a pris le portable. Il était 4h10. Les enfants étaient toujours couchés. Voilà. Parce que les enfants dorment en chambre séparée. Le plus grand a sa chambre à lui. Le plus grand, 15 ans. L'année prochaine, il doit passer son BPC. Le dernier a 3 ans. Le dernier a 3 ans. Il a 2 autres sur le coup. Il n'a pas pu les sauver. Un drame pour ce couple ici, en photo, avec 3 de ses 4 enfants. Ils avaient entre 15 et 3 ans. Le plus grand se préparait à prendre la route de Yamoussoukro le lendemain pour les vacances scolaires, nous a-t-on dit. Toute une communauté abattue et surtout une mère inconsolable après le passage violent des eaux. Le village d'Angorankwa, comme on peut le constater, était dans une zone d'inconfort, comme il en existe beaucoup dans le district d'Abidjan. À l'entrée de Bangerville, les fortes pluies ont également causé des dégâts. Un automobiliste, pris dans le flot des eaux, a perdu la vie, selon les explications de la police municipale. Le conducteur de ce taxi, lui, a eu plus de chance, sauvé in extremis des eaux. J'ai essayé de casser la vitre pour que il puisse sortir. Donc quand il a cassé la vitre, je suis sorti, je suis sur la voiture. L'eau a envoyé la voiture dans le caniveau. Donc ils sont accrochés sur la poteau électrique pour que ils puissent avoir la vie sauve. Désolation et deuil à Bangerville, CIE et à Angorankwa. La pluie continue de faire des victimes dans le district d'Abidjan.
Et nous restons à Bangerville, sur place à Angorankoa. Une délégation gouvernementale est allée apporter sa compassion aux familles de victimes. Nous allons plutôt nous intéresser aux prévisions de la Sodexam. Vous aurez la compassion du gouvernement tout à l'heure. Selon donc ces prévisions, les communes du district d'Abidjan ont dépassé le seuil critique de 50 mm en 12 heures de précipitations, susceptibles de dégénérer des inondations. Le maximum enregistré est de 161 mm. Pour demain, mercredi 22 juin, le temps restera perturbé par des faibles pluies ou modérées, avec parfois des orages sur le district d'Abidjan. Et après-demain, jeudi 23 juin, le district d'Abidjan va demeurer sous un temps nuageux avec des pluies modérées ou fortes par moments au cours de la journée. Et nous retournons donc à Angorankoa pour la compassion du gouvernement aux familles sinistrées. Angorankoa, village situé à 5 km de la commune de Benjeville. C'est ici que le couple Angoura a perdu ses 4 enfants suite à la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit de ce lundi 20 au mardi 21 juin. Sensible à ce drame, une délégation ministérielle s'est rendue aux côtés des familles éplorées. Objectif: exprimer la solidarité et la compassion du gouvernement. Après la famille Angoura, les ministres Miss Belmono Dogo, Vagondo Diomandé et Bouaké Fofana ont visité l'imam du quartier sans loi de Bergeville, qui a également perdu sa fille âgée de 15 ans. L'eau qu'on a vue hier, là, on n'a jamais vu, depuis qu'on habite ici, ça fait 50 ans, on n'a pas vu une intensité de l'eau comme ça. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a décrété ça. Donc on fait tout, on redonne tout à Dieu. On dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. On vous remercie beaucoup, monsieur le ministre. Aux familles des victimes, nous leur adressons le Yako dans le langage ivoirien. Au nom du président de la République, nous disons Yako à ces familles-là. Ensuite, avec la mairie, avec le concours de la mairie, de manière provisoire, trouver des sites à ces personnes-là, à ces familles, pour qu'elles puissent continuer à vivre décemment. Et ensuite, nous revenons vers ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Qui prennent les dispositions pour quitter les zones à risque, qui ont été identifiées, qui ont fait l'objet d'inspection par les services du ministère. C'est ce seul message. Et il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des victimes pour répéter toujours le même message. Les dispositions étaient prises en amont. Quand les grandes pluies arrivent, elles ne préviennent pas forcément. Donc le danger commence un jour. C'est pour cela qu'il faut prendre au sérieux les messages que nous adressons à nos compatriotes. Il faut partir des zones à risque. Parce qu'avec les changements climatiques, aujourd'hui on sait à peu près que c'est en saison de pluie que ça arrive. Mais avec les changements climatiques, ça peut arriver à tout moment. Les familles des victimes ont reçu une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Et la prudence reste conseillée face aux prévisions pour les prochains jours. À Djibo-Kanon, c'est dans la commune de Port-Boué, les constructions et installations illégales ont été déguerpies. Lancine Bakayeko. Ces engins lourds en pleine opération de démolition complète des bâtiments anarchiques sur le site de Djibo-Kanon ont été mobilisés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il y a 2 opérations qui se font simultanément. Il y a la délimitation des voies du lotissement régulier, donc approuvé, et il y a la démolition des bâtiments qui obstruent les voies. Nous faisons également la démolition des bâtiments et des clôtures qui ont été érigés par les squatteurs. Selon la brigade d'investigation et de contrôle qui mène l'opération de déguerpissement, les bâtiments construits sur ce lotissement de 546 hectares dans les périphéries de la commune de Port-Boué ont été réalisés sans permis de construire. Plus encore, les parcelles sont occupées par des squatteurs au détriment des détenteurs de propriété. Au moins 113 plaintes enregistrées ce jour. Ces squatteurs de Djibo-Kanon ne remettent pas forcément en cause le rapport des services officiels du ministère, mais plaident plutôt pour le report de l'opération de déguerpissement. Nous, on n'est pas dit on est propriétaire terrien, mais nous sommes les fils des planteurs.
On a nos plantations. Depuis lors, on demande pardon à tout le monde pour dire que nous ne sommes pas des voyous. Pour le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pas question de faire marche arrière. D'ailleurs, les opérations de démolition des occupations illégales seront étendues. Cette opération d'aujourd'hui n'est pas la dernière. Nous aurons les opérations de Songon, de Benjerville, de Grand Bassam, où les gens ont érigé des constructions sans permis de construire. Selon le gouvernement, les parcelles reviendront de gré ou de force aux propriétaires légitimes et légaux. Comme annoncé en début de journal, le vice-président de la République a rencontré ce matin 3 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Awa Touré nous propose maintenant le point de leurs échanges. L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdou Kadi Agne, au palais présidentiel pour une visite de courtoisie au vice-président Tiemoko Méliette Koné pour le féliciter avant de faire avec lui un tour d'horizon des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le vice-président a vécu pendant un moment au Sénégal et donc nous, c'est une autorité que nous considérons un peu comme sénégalais et donc nous sommes venus le saluer, donc le féliciter, prier pour lui et l'encourager dans cette haute mission qui lui a été confiée. Et donc on a fait le tour un peu de la coopération entre les deux pays avec un point particulier sur la partie économie, sur la diplomatie économique. Le vice-président de la République a également échangé avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Abdelmalek Ketani, qui s'est dit heureux de renouer les liens avec le vice-président et surtout de le retrouver dans sa nouvelle fonction. J'étais heureux d'échanger avec lui, lui faire un point succinct sur la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sous l'égide de nos 2 chefs d'État respectifs, son Excellence le Président Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons échangé aussi sur les perspectives de collaboration des investissements marocains en Côte d'Ivoire et aussi donc échangé sur la situation en Côte d'Ivoire et je me suis félicité de la stabilité et de la paix dans ce pays et de la cohésion qui se manifeste de plus en plus pour le plus grand bien-être des populations ivoiriennes et pour, bien évidemment, les personnes qui viennent en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire est lui aussi venu souhaiter plein succès au vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné. L'occasion d'évoquer des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, ainsi que la situation dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons parcouru d'abord les relations économiques entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. La Belgique est un partenaire économique majeur ici en Côte d'Ivoire, un investisseur important au sein de l'Union européenne. Et donc nous avons parcouru cela, vu que la coopération économique est excellente entre nos 2 pays. Nous avons aussi évoqué la situation plus globale dans la région, le souhait de trouver des consensus au sein de la CEDEAO pour apaiser les choses. Et puis nous avons parcouru plus globalement aussi l'agenda global, les questions mondiales et toutes les questions bilatérales qui se posent entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Le diplomate belge a par ailleurs indiqué qu'après 60 ans de coopération, les relations entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Belgique, sont au beau fixe. Des relations qu'il entend pour sa part œuvrer au renforcement. L'actualité ce 21 juin, c'est aussi la proclamation des résultats du CEPE. 442 558 admis, soit un taux de réussite de 64,76%. Les filles arrivent en tête avec 65,49% contre 64,05% chez les garçons. C'est Forazegui. Depuis 14 h ce mardi 21 juin, les candidats au CEPE et à l'entrée en 6e sont situés sur leur sort. Cette session 2022, 683 386 candidats se sont effectivement présentés dans les salles de composition. 442 558 parmi eux ont été déclarés admis. Le taux d'admission à l'examen du CEP, session 2022, au plan national est donc de 64,76% contre 52,51% en 2021.
Les filles ont obtenu un meilleur score cette année. 220 157 filles sont admises sur 336 160 présentes, soit un taux de réussite de 65,49%. Et 222 401 garçons sont admis sur les 347 226 présents, soit un taux de réussite de 64,05%. Les filles ont donc connu un meilleur taux de réussite que les garçons. La promotion de l'excellence initiée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a certainement porté. Le progrès réalisé cette année a été obtenu dans un contexte de promotion hardie de l'excellence et de la lutte contre la fraude. Ce taux de réussite de 64,76% constitue donc un indicateur rassurant. Les réclamations sont reçues par les IEP du 21 au 26 juin prochain. Ce recours est totalement gratuit. Les jurys spéciaux de réclamation siégeront le lundi 27 juin à 9h. Cette année, des dispositions particulières ont été prises pour limiter, voire éviter la fraude dans les centres d'examen. Nos équipes ont passé une journée avec l'une des équipes du pôle informatique qui est chargée de surveiller par vidéosurveillance l'ensemble des 875 centres de composition pour les examens du BEPC. Sephora Zegui. 8h45, ces élèves attroupés à cet endroit ne sont pas en récréation. Ils sont bel et bien candidats à l'examen du BEPC dans un centre à Port-Boué. Avant le démarrage des épreuves, ils participent à une fraude organisée. En témoignent ces images des caméras de surveillance. Il y a une sorte de partage de cris, ça communique. Et nous avons interpellé le chef de centre qui nous a fait savoir que les sujets n'ont pas encore commencé. Par contre, ailleurs, les sujets ont commencé. Et donc ces mouvements-là, nous les notons, nous les portons à la connaissance de la DECO pour que ce qui doit être fait soit fait. À partir de cette salle, les informaticiens ont accès à plusieurs centres de composition du pays. Pour la seconde journée, nous vous laissons découvrir par vous-même l'ambiance dans quelques centres. Donc l'image que nous avons observée ici a été aussi observée par le point focal qui est sur place. Et même le chef de centre, en principe, a observé la même image. Puisque quand nous nous zoomons, c'est le même reflet qui est fait sur tous les écrans qui ont cette caméra connectée. Le téléphone portable est devenu le roi de la tricherie. Un smartphone que l'on va consulter discrètement dans les toilettes. Pourtant, le règlement est clair. Interdiction d'accéder dans les centres avec cet outil de communication. À Abidjan, comme à l'intérieur du pays, les candidats tentent de frauder à travers le téléphone. De notre position, nous pouvons échanger avec le point focal de la ville de Bouaké. Je remarque qu'il y a un candidat qui détient un téléphone portable. La présence de ces caméras a joué un rôle important, non seulement pour détecter les fraudeurs, mais aussi et surtout pour les dissuader, pour les empêcher même de frauder. Mettre à nu les fraudeurs et les sanctionner, c'est l'objectif de l'installation de la vidéosurveillance. Chaque centre dispose en moyenne de 12 caméras. Les centres étant différents, nous aurons des centres qui peuvent avoir jusqu'à 16 caméras et l'ensemble de ces caméras-là dans les différents centres est renvoyé à la tour de contrôle. Les caméras ont un champ large. Certaines ont même accès aux salles de classe. Sur ces images, une candidate prise en flagrant délit de tricherie. Elle sera remise à la Commission nationale de discipline. Nous interpellons le chef de centre ou soit le chef de secrétariat qui, lui, à son tour, va enclencher le mécanisme qui permet de faire la fouille corporelle. Il y a un mécanisme qui est mis en place par la DECO qui va être enclenché pour la suite. La tricherie est très souvent due à une mauvaise préparation qui peut coûter cher. Ajournement de l'épreuve, annulation de la candidature, blâme, interdiction de se présenter aux mêmes examens pendant 1, 2, voire 5 ans, selon la gravité du cas. En 2020, 16 428 cas de fraude ont été enregistrés. L'année dernière, ce chiffre a diminué du tiers.
11 227 candidats et 309 acteurs sanctionnés pour fraude et faute professionnelle. Tous ces résultats sont à mettre à l'actif du système de vidéosurveillance. Les candidats au bac sont donc avertis. Dans le domaine de la fonction publique, le gouvernement planche sur les modalités pour une nouvelle trêve sociale avec les syndicats. Celle qui avait été signée en 2017 tire à sa fin. Grace Kando nous donne des explications. 4 ministres du gouvernement face aux organisations syndicales signataires de la trêve sociale de 2017-2022. Les deux parties se retrouvent pendant 3 jours au cours d'un atelier à Grand-Bassam. Objectif, faire le bilan 5 ans après et adopter les nouvelles revendications. L'ouverture de ce dialogue social se fait dans un environnement de paix. Il faut saluer car c'est une disposition de l'Organisation internationale du travail qui est la recommandation 163. En termes de bilan, nous, centrales syndicales et organisations fêtières, avons fait un travail en amont. L'on note que sur les questions financières, l'État s'est exécuté de façon très satisfaisante. En venant à un atelier bilan, gouvernement, centrale syndicale et fêtière, nous pourrons ensemble harmoniser nos points de vue sur nos divergences. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique du dialogue social. Le président de la République, qui a cette vision de dialogue, de discussion, nous a instruit à l'effet d'organiser ce bilan avec tous les signataires. Cela nous permettra d'envisager les perspectives qui doivent être toujours heureuses pour les populations et surtout pour nos travailleurs, les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons déjà travaillé au niveau de tous les ministères techniques à la collecte de revendications nouvelles, d'attentes nouvelles de nos différents syndicats. Et c'est sur la base de ces documents compilés que nous allons également proposer à Monsieur le Premier ministre un document de travail qui sera donc la base des négociations nouvelles avec l'ensemble des syndicats. Les conclusions des travaux seront sanctionnées par un chronogramme de rencontre présidé par le Premier ministre. Plus de 800 organisations de jeunes se sont réunies ce mardi dans la commune de Treichville pour le lancement officiel du service national des jeunes et du volontariat national. C'est un dispositif d'encadrement qui vise à développer chez les jeunes la culture civique et citoyenne ainsi que la conscience nationale. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire à 10 ans, c'est une plateforme de facilitation, de résolution internationale et de normes juridiques en matière de genre. Les festivités sont prévues très bientôt. Au Burkina Faso, le président de la République annonce la création d'une brigade de veille, de défense et de 2 zones d'intérêt militaire. Des mesures en vue d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Elles ont été annoncées à l'issue d'un conseil supérieur de défense autour de la situation sécuritaire préoccupante dans le pays. Et puis rappelons pour terminer les prévisions météorologiques de la Sodexam pour les 2 prochains jours. Demain, mercredi 22 juin, le temps restera perturbé par des pluies faibles ou modérées, avec parfois des orages sur le district d'Abidjan. Et après-demain, jeudi 23 juin, le district d'Abidjan va demeurer sous un temps nuageux, avec des pluies modérées ou fortes par moments au cours de la journée. Merci de nous avoir suivis et surtout restez prudents. Si vous vous retrouvez pris au piège ou menacé par les eaux, restez calme et contactez les sapeurs-pompiers au 180 ou au 01 01 80 13 28. Bonsoir à tous.